Tu scannes ce code barre que t'as vu 100 fois, et là, surprise, il dit fabriqué au Canada. Attends une seconde, c'était pas une marque 100% américaine, ça? Depuis quand la feuille d'érable rouge remplace les étoiles et les bandes sur des produits qu'on pensait made in USA? Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais en 2025, il s'accélère discrètement, méthodiquement, et de manière que peu d'experts avaient anticipé. Et ce n'est pas juste une histoire de sous-traitance. On parle de survie économique, d'énergie, d'automatisation, même de droit sur l'eau. Les entreprises américaines ne montent pas au nord uniquement pour baisser leurs coûts de main-d'œuvre. Elles fuient quelque chose. Alors pose-toi la question, ton céréale préféré, ton pick-up ou même ton ketchup, est-ce encore vraiment américain? Ou bien a-t-il traversé la frontière pendant qu'on regardait ailleurs? Numéro 10, Shredded Wheat. Ce classique du petit déjeuner, né à New York dans les années 1890, fabriqué avec du blé américain, emballé pour les foyers américains, est désormais 100% produit à Niagara Falls, en Ontario. Aucun gros titre dans les journaux. Pas de communiqué tapageur. Et pourtant, en 2025, chaque boîte vendue sur le continent sort d'une usine canadienne. Pourquoi? L'énergie hydraulique de Niagara permet de réduire les coûts d'électricité d'environ 15%. La main-d'œuvre y est moins chère. Et les réglementations environnementales? Plus souples. Mais le vrai coup de théâtre, c'est que les subventions agricoles canadiennes font baisser le coût du blé jusqu'à 9% de moins qu'aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il reste d'américain là-dedans? Juste le nom. Combien d'autres produits alimentaires ont déjà franchi la frontière sans qu'on le sache? Et si les économies réalisées sont aussi énormes, qu'est-ce qui empêcherait les autres entreprises de suivre le mouvement? Est-ce le début d'un exode alimentaire massif? Et surtout, combien de temps avant qu'on ne reconnaisse plus le pays derrière notre petit déjeuner? Numéro 9, Quaker Oats et Gatorade. Gatorade, conçu pour les sportifs américains. Quaker, l'image même du petit-déj made in USA. Mais en 2025, ces deux géants sont désormais produits au Canada. Et peu de gens s'en sont rendus compte. Voici ce qui a déjà changé. Aux États-Unis, plusieurs usines Quaker tournent au ralenti. Les coûts d'énergie explosent. Et les règles de plus en plus strictes concernant l'utilisation de l'eau, surtout en Californie et en Illinois, transforment la production de boissons en cauchemar logistique. Pendant ce temps, à Peterborough, en Ontario, PepsiCo augmente la cadence. Pourquoi? Parce que cette ville est bâtie sur un réseau d'eau régional peu coûteux, et que ces usines tournent principalement grâce à l'hydroélectricité. En 2025, ce seul site fabrique désormais la majorité du Gatorade, du Tropicana et des céréales Quaker destinées au marché canadien, et même à une bonne partie du nord des États-Unis. Alors, pourquoi une multinationale américaine transférerait-elle ses marques cultes dans une petite ville canadienne? Parce qu'au Canada, c'est non seulement moins cher, mais aussi plus discret. Numéro 8, les céréales Kellogg's. Corn Flak, Frosted Flak, Mini Wheats. Ces noms évoquent les petits matins typiquement américains. Ces produits ont vu le jour dans le Michigan, ont nourri des générations de familles US, et soutenu des milliers d'emplois dans les usines américaines. Mais en 2025, tout cela s'effrite. Et la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. 3 signaux d'alerte. D'abord, l'usine historique de Battle Creek, berceau de Kellogg's, n'est plus que l'ombre d'elle-même. La production ralentit, et l'automatisation a fait fondre les effectifs. Ensuite, les conventions syndicales américaines alourdissent la facture, entre salaires et normes toujours plus complexes. Enfin, la montée de la demande pour des aliments plus sains, moins transformés, a chamboulé les ventes traditionnelles de céréales. Alors, où va Kellogg's? À Belleville, en Ontario. Cette usine canadienne est devenue une pièce maîtresse. Dès 2022, elle a bénéficié de 43 millions de dollars d'investissement, augmentation de la capacité, ligne de production plus performante et préparation à accueillir une partie de la production américaine. Résultat, en 2025, Belleville fabrique les Mini Wheats, les Corn Flakes et même les Cachis, non seulement pour le Canada, mais aussi pour le nord des États-Unis. Mais ce que peu d'analystes soulignent, c'est le rôle des subventions agricoles locales. Le maïs et le blé cultivés en Ontario sont appuyés par des programmes provinciaux qui réduisent les coûts de production de près de 12%. L'énergie vient essentiellement de l'hydroélectricité. La main-d'œuvre coûte 10 à 15% de moins, et il y a beaucoup moins de grèves. Résultat, l'économie réalisée en un trimestre dépasse parfois les profits annuels de certaines usines américaines. Et ce n'est pas tout. Belleville est idéalement placée. Ses connexions ferroviaires et l'accès aux voies maritimes des Grands Lacs permettent d'éviter les frais de camionnage élevés et les blocages portuaires qui plombent les exportateurs américains. Alors, quand une entreprise aussi emblématique commence à remplir ton bol avec des céréales canadiennes sans rien changer à l'étiquette, est-ce que tu t'en rends compte?
Et si le petit-déj a pu passer la frontière sans bruit, qu'est-ce qui suit? Ton déjeuner? Ta voiture? Ton médicament? Numéro 7, lait, Doritos et Cheetos. Tu penses peut-être que ces chips croustillantes qu'on grignote depuis toujours sont fabriquées au cœur des États-Unis. Mais en 2025, cette idée ne colle plus vraiment à la réalité. Une grosse partie de ces célèbres snacks vient désormais du Canada. Et ce changement discret en dit long sur les bouleversements industriels en cours. D'abord, les agriculteurs américains, en particulier les producteurs de pommes de terre, tirent la sonnette d'alarme. Ils perdent des contrats massifs au profit de producteurs canadiens, notamment à l'île du Prince-Édouard et en Ontario, où les aides provinciales permettent de réduire les coûts de plus de 10%. Ensuite, les usines américaines de Frito-Lay ont connu plusieurs vagues de grève entre 2023 et 2024, provoquant des retards de production et forçant l'entreprise à transférer une bonne partie de ses opérations vers le nord. Et ce n'est pas tout. Le coût du transport aux États-Unis a explosé, rendant les expéditions longue distance beaucoup moins rentables. Résultat, Frito-Lay s'appuie de plus en plus sur 4 usines canadiennes à Cambridge en Ontario, Lévis au Québec, Kentville en Nouvelle-Écosse et Lethbridge en Alberta. Ces sites ne se contentent plus de fournir le marché canadien. En 2025, ils alimentent aussi plusieurs États américains du Nord, en toute discrétion, pour combler les vides laissés par les ralentissements aux États-Unis. Mais pourquoi le Canada? Parce que les provinces canadiennes offrent aujourd'hui un atout rare, la stabilité. L'électricité hydroélectrique en Ontario coûte 25% de moins qu'aux États-Unis. Les prix des matières premières y sont aussi plus bas grâce à des mécanismes de protection gouvernementale. Et un autre point souvent oublié, les règles environnementales. Tandis que les États-Unis imposent des normes de plus en plus strictes sur les emballages, le Canada adopte une approche plus progressive, laissant aux entreprises le temps de s'adapter et leur permettant d'économiser des millions. Et le plus surprenant dans tout ça, en 2025, des sacs de chips vendus dans des rayons américains, notamment au Michigan, à New York ou dans l'Illinois, sont bel et bien fabriqués au Canada, sans aucune mention visible du changement. Alors, combien de temps encore avant que chaque rayon de snack ne devienne le symbole silencieux d'un glissement industriel? Tu crois vraiment que ta nourriture est encore faite à la maison? Mieux vaut rester attentif. Numéro 6, le ketchup Heinz. Tu reconnais tout de suite cette bouteille rouge posée sur la table. Elle porte encore le nom Heinz, mais en 2025, ce n'est plus forcément un produit américain. Une part croissante de ces bouteilles, omniprésente dans les cuisines des États-Unis, est désormais remplie au Canada, à Leamington, en Ontario, en plein cœur de la région des tomates. Pourquoi ce revirement? Aux États-Unis, les producteurs, surtout en Californie, doivent faire face à des sécheresses répétées et des vagues de chaleur qui ont réduit les récoltes 3 années de suite. Et pour ne rien arranger, les prix des engrais sont restés 30% plus élevés qu'avant 2021. Rajoute à ça une pénurie de main-d'œuvre post-Covid dans les usines de transformation, et le décor est planté pour une délocalisation. Au Canada, c'est tout l'inverse. Heinz a relancé discrètement son site de production à Leamington en 2020, après l'avoir fermé des années plus tôt. Et aujourd'hui, l'usine tourne à plein régime, transformant plus de 250 000 tonnes de tomates ontariennes chaque année. Ce volume ne se limite pas au marché canadien. Une bonne partie franchit discrètement la frontière vers les États-Unis. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les agriculteurs locaux bénéficient de zones agricoles protégées, ce qui assure une stabilité foncière. Et en 2025, le programme de paiements agricoles de l'Ontario soutient les revenus des producteurs. En clair, Heinz achète ses tomates 5% moins cher que le prix mondial. L'énergie, principalement hydroélectrique. La main-d'œuvre, syndiquée, oui, mais moins coûteuse. Et pour la logistique, l'entreprise contourne les longues distances américaines en utilisant les voies de fret des Grands Lacs, réduisant ainsi les coûts de transport vers le Midwest de près de 18%. Alors, combien d'Américains utilisent aujourd'hui du ketchup made in Canada sans même le savoir? Le goût est le même, l'étiquette aussi. Mais si l'usine est canadienne, est-ce que le produit est encore vraiment américain? Et jusqu'où ce genre de changement va-t-il aller avant que Made in USA ne devienne un simple souvenir? Numéro 5, la barre au Henry. Voici un bonbon qui semblait typiquement américain, mais qui ne l'est plus du tout. En 2025, la célèbre barre au Henry qu'on associe encore aux États-Unis est désormais fabriquée exclusivement au Canada. Et la plupart des consommateurs ne s'en doutent même pas. Petit retour en arrière. En 2019, Ferrara Candy Company a discrètement arrêté la production de la version américaine de la barre, la retirant des rayons sans tambour ni trompette. Pendant ce temps, Hershey Canada a continué à fabriquer sa propre version, légèrement différente au goût et à la texture, dans une usine située à Smiths Falls, en Ontario. Et devine quoi? C'est cette version canadienne qui, en 2025, est réexportée vers des marchés spécialisés aux États-Unis, ainsi qu'à l'étranger,
où la marque reste perçue comme emblématique du chocolat américain. Pendant que les usines US restaient à l'arrêt, le Canada a accéléré. L'usine de Smiths Falls a été modernisée, équipée de lignes de production automatisées, et s'appuie aujourd'hui sur du lait canadien, des arachides locales et du sirop de maïs subventionné produit en Ontario. Résultat, les coûts des ingrédients y sont 8 à 10% plus bas que ceux des fournisseurs américains, et la consommation énergétique a chuté de 22% grâce à l'hydroélectricité et à la modernisation. Et il y a un autre aspect qu'on évoque rarement. L'Agence canadienne de développement des exportations fournit à Hershey des outils financiers pour l'aider à vendre ses produits dans le monde entier. Des soutiens que les usines américaines n'ont plus vus depuis la crise de 2008. Ce n'est pas juste moins cher de produire la barre au Henry au Canada, c'est aussi plus avantageux, plus sécurisé, mieux encadré. Alors pose-toi la question, si les ingrédients, les ouvriers et l'usine sont canadiens, qu'est-ce qui rend encore ce produit américain? L'emballage. Ce n'est pas qu'une simple histoire de sucrerie. C'est un exemple frappant de la manière dont des marques historiques américaines se vident peu à peu de leur substance, pendant que les consommateurs restent accrochés à une image d'autrefois. Et si ça peut arriver à une barre chocolatée, qu'en est-il de ton soda préféré? De tes médicaments? Tu penses que ça s'arrête là? Numéro 4 Chevy Silverado HD et GMC Sierra HD, américains de cœur, canadiens de fabrication. Ces deux pick-up robustes, symboles de puissance et de patriotisme américain, ne sont plus construits sur le sol des États-Unis. Désormais, c'est dans l'usine d'Oshawa, en Ontario, qu'ils prennent vie. Et ce changement ne se résume pas à un simple déplacement géographique. Il illustre une combinaison de choix économiques, de jeux politiques et d'une stratégie industrielle risquée qui pourrait bien redéfinir le secteur automobile nord-américain. La majorité des acheteurs américains ne se doutent même pas que leur tout nouveau Silverado ou Sierra a traversé la frontière nord avant d'arriver dans leur garage. Ce changement de cap s'explique, entre autres, par une subvention massive d'1 milliard de dollars offerte par le gouvernement canadien à GM, une incitation que les États-Unis n'ont pas su égaler. Ajoutez à cela la montée des coûts salariaux et les tensions syndicales sur le sol américain, et on comprend pourquoi GM a fait ses valises pour le Nord. L'Ontario, avec ses chaînes de production modernes et des accords syndicaux jugés plus souples, a su séduire. En 2025, près de 250 000 pick-up HD sortiront de l'usine canadienne, soit près de 40% de la production nord-américaine de ces modèles. Un chiffre impressionnant, mais qui cache un revers. Si les relations commerciales entre les deux pays venaient à se tendre, ou si des droits de douane étaient renforcés, tout ce modèle pourrait vaciller. Mais ce n'est pas tout. GM ne se contente pas d'assembler au Canada. L'entreprise y développe aussi l'ingénierie, les tests, et même la logistique. Une vraie reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement, qui, une fois en place, devient très difficile à inverser. Alors, la vraie question devient, les consommateurs se soucient-ils réellement de l'origine de fabrication de leurs véhicules? Ou se laissent-ils simplement rassurer par le logo sur la calandre? Numéro 3 French Toast Crunch, petit déjeuner d'enfance, production d'outre-frontière. À première vue, French Toast Crunch, avec ses petites tranches croustillantes parfumées à la cannelle, semble tout droit sorti des souvenirs d'enfance américains. Et pourtant, depuis sa renaissance en 2014, cette céréale emblématique n'est plus fabriquée aux États-Unis. Elle sort désormais des lignes de production de General Mills, au Canada. Ce n'est pas simplement une histoire de céréales, mais une démonstration frappante de la manière dont des marques typiquement américaines finissent par changer de nationalité industrielle. À l'origine, French Toast Crunch a été lancé aux États-Unis en 1995, retiré en 2006, puis réintroduit en grande pompe en 2014 sous la pression des fans nostalgiques. Mais cette renaissance a eu lieu à l'étranger. Pourquoi cette délocalisation? Le Canada propose des avantages fiscaux considérables pour les entreprises agroalimentaires. Certaines régions offrent aussi un coût du travail plus bas qu'aux États-Unis, et des réglementations plus souples facilitent la production. En relocalisant au Canada, General Mills a optimisé ses coûts tout en gardant une distribution rapide vers les États-Unis. Résultat, la boîte sur l'étagère du supermarché américain semble inchangée, mais elle est aujourd'hui plus canadienne que jamais. Et cette tendance ne s'arrête pas là. De plus en plus de marques alimentaires américaines externalisent leur production au Canada sans que le public ne s'en rende compte. La question qui se pose est donc simple. Combien de produits que vous croyez « Made in USA » ont en réalité franchi la frontière? Et que se passe-t-il si un jour, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement ou une nouvelle réglementation canadienne impacte directement votre petit déjeuner? Numéro 2 Shreddy, l'oubli discret d'un classique américain. Autrefois un pilier du petit déjeuner américain, Shreddy n'est aujourd'hui plus produit aux États-Unis et très peu s'en sont aperçus. Développée dans les années 1930 par Nabisco, cette céréale est désormais 100% canadienne, fabriquée dans une usine à Niagara Falls, Ontario. Ce changement s'est fait discrètement, mais il illustre un basculement plus large. General Mills,
qui détient aujourd'hui la marque au Canada, a pris la décision de recentrer entièrement la production sur ce territoire. Résultat, certains sites américains ont été fermés, et Shreddy a presque disparu des rayons américains. La céréale est désormais vendue principalement au Canada et au Royaume-Uni, et produite exclusivement en Ontario. Ce n'est donc plus seulement une fabrication canadienne, c'est une marque qui a changé d'identité. Pourquoi ce retrait américain? L'industrie des céréales aux États-Unis traverse une crise. Coût des matières premières en hausse, habitudes alimentaires en mutation et concurrence des alternatives plus saines. Produire des céréales traditionnelles devient un pari risqué. Et le plus ironique dans tout ça, en 2025, les consommateurs canadiens paient leur boîte de Shreddy moins cher que ce que des produits similaires coûtent aux Américains. Ce n'est même plus une exportation, c'est une marque oubliée chez elle, mais valorisée ailleurs. Numéro 1, Ford Flex, l'illusion d'un SUV américain. Voici un SUV pensé aux États-Unis, arborant fièrement le logo Ford, et pourtant entièrement assemblé dans une ville canadienne que peu d'Américains sauraient situer. Le Ford Flex, ce véhicule familial au design audacieux, n'a jamais été fabriqué sur le sol américain. Tous les modèles ont été produits entre 2008 et 2019 dans l'usine d'Oakville, en Ontario. Et pendant toutes ces années, plus de 80% de la production était directement expédiée vers les États-Unis. Une exportation massive, masquée par une image de fabrication locale. Pourquoi Ford a-t-il fait ce choix? Parce qu'au milieu des années 2010, le Canada était devenu l'un des plus grands exportateurs de véhicules vers les États-Unis, juste derrière le Mexique. Les usines canadiennes offraient un compromis idéal. Coût de main-d'œuvre réduit, mais standard de qualité élevé. Oakville est ainsi devenu un pilier stratégique pour Ford, permettant à la marque de répondre à la demande grandissante pour des SUV spacieux, tout en réduisant les coûts. À certains moments, entre 2016 et 2018, Ford produisait plus de véhicules au Canada que dans certains États américains réunis. Le Ford Flex a été retiré du marché en 2019, mais l'usine d'Oakville reste active, tournée aujourd'hui vers les véhicules électriques des gammes Ford et Lincoln. Ce cas illustre une vérité dérangeante. De nombreux véhicules que l'on considère comme américains sont en fait des productions étrangères maquillées. Alors, combien d'autres modèles vendus aux États-Unis traversent la frontière avant d'arriver en concession? Si cela vous surprend, attendez de découvrir ce que d'autres secteurs vous cachent encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.